Deux invités, pas d'animateur. Une seule consigne, face aux caméras, ce sont eux qui mènent le débat. Premier invité, qui êtes-vous ? Je suis Yves Marignac, directeur de WISE Paris, une petite agence de conseil et d'études sur le nucléaire et sur l'énergie. Je suis consultant sur ces thèmes depuis une quinzaine d'années et très investi dans le développement de l'expertise indépendante ou non institutionnelle sur ces questions, notamment au sein de deux associations d'experts, Global Chance et Negawatt. Deuxième invité, même question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Bertrand Barré. J'ai travaillé pendant 40 ans au commissariat à l'énergie atomique dans à peu près tous les domaines du nucléaire. Et maintenant que je suis à la retraite, je fais beaucoup d'enseignements et je suis à temps partiel conseiller scientifique auprès de la société Areva. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec comme point de repère une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Fukushima, c'est quand même le 3e accident grave en 50 ans de nucléaire. Et c'est sûr que comme les deux premiers, il va provoquer une pause notamment pour réfléchir, étudier un peu l'accident, voir quelles conséquences à en prendre. Mais ma conviction, c'est que les fondamentaux qui avaient provoqué cette reprise récente du nucléaire sont toujours là. On va toujours avoir besoin de produire plus d'énergie à cause des pays en voie d'émergence, d'une part, et de limiter les gaz à effet de serre. Et donc, pour moi, le nucléaire redémarrera après cette pause, qui sera différente suivant les différents pays, mais il redémarrera avec ces réacteurs plus sûrs dont, au moment donné, on disait qu'ils étaient trop chers. Alors moi, je ne vois pas ça comme une pause du tout, mais comme une remise en question fondamentale du nucléaire et de sa place. Je pense que la renaissance du nucléaire dont on parlait avant n'avait déjà pas énormément de réalité, mais en tout cas, maintenant, la question du nucléaire se pose d'une manière complètement différente après Fukushima, à la fois sur un plan qualitatif et sur un plan quantitatif. Sur un plan qualitatif, c'est l'ensemble de la doctrine de sûreté qui est remise en question aujourd'hui, la maîtrise du risque vis-à-vis de l'accident majeur. Et sur un plan quantitatif, c'est évidemment la place du nucléaire dans des scénarios de transition énergétique dans lesquels il ne faut pas oublier que la première énergie dont on doit sortir, en tout état de cause, c'est l'énergie fossile. Le risque sismique, il a été pris en compte dans la conception de la construction des centrales, un peu en fonction de l'évaluation de ce risque lui-même. Et par exemple, j'ai eu à faire face, à un moment donné, à la réévaluation pratiquement de tout le sud-est de la France, donc avec les sites nucléaires de Cadarache et sur Marcoule, le réacteur Phénix. Et par rapport à ça, quand on vous dit finalement le risque que vous avez pris en compte, il est insuffisant, il faut revoir, on revoit et on a 3 solutions. La première, si on trouve que ça coûte trop cher de renforcer l'installation par rapport au service qu'elle peut encore vous rendre, on arrête. La deuxième, c'est si l'installation est vraiment indispensable, eh bien tant pis, on serre les dents, on serre le budget et on renforce. Et puis alors dans le cas des installations expérimentales, mais je ne pense pas que ça puisse être le cas dans le cas des centrales, eh bien, on dit on ne peut pas la renforcer complètement, mais on en a quand même besoin. Alors, on réduit au maximum la quantité à l'intérieur de l'installation de matières radioactives ou fissiles, de façon à ce que, si quand même il y a un tremblement de terre destructeur, il n'y ait pas grand-chose qui risque d'atteindre la limite du site. Oui, c'est ce qu'on avait fait effectivement à Cadarache sur l'atelier de technologie du plutonium, en essayant de réduire l'inventaire de plutonium. Ceci dit, je crois que le fond du problème, c'est que quand on revoit le risque sismique, effectivement, on ne peut pas revoir la construction des installations. Et d'ailleurs, quand on se pose la question de l'évolution du nucléaire après Fukushima, il faut bien se dire que ça ne pourra être que lentement que la technologie nucléaire changera, parce qu'il s'agisse d'améliorer les installations existantes ou de les remplacer par des installations nouvelles, c'est des choses qui prennent du temps. Alors après, le risque sismique, je crois que plus que le risque sismique, c'est le risque de tsunami qui a été mis en évidence à Fukushima. Et ça nous interroge sur le dimensionnement des installations nucléaires vis-à-vis de ces risques naturels.
le séisme, l'inondation, les tempêtes comme on l'avait eu avec le Blayais en 1999 en France. Et la vraie question derrière tout ça, c'est les limites de l'approche qu'on appelle probabiliste, qui consiste à ne considérer dans le dimensionnement des installations que des événements qu'on juge suffisamment probables, ou en tout cas pas trop improbables pour être pris en compte. Ça, c'est vrai pour les installations actuellement en marche. Mais s'il y a justement une chose où on a changé, notamment, on a changé après Tchernobyl, hein, c'est clair, c'est sur ces réacteurs de 3e génération, parce que là, on a mis dans le dimensionnement l'accident maximum. Avant, c'est clair, on disait, voilà notre accident de dimensionnement, c'est pas le plus grave possible, mais ceux qui sont plus graves sont quand même tellement rares que, le moment venu, on prendra des mesures, on évacuera des gens, etc. Et puis, après Tchernobyl, on a changé la règle, et la génération 3, ce qu'on appelle la génération 3 des réacteurs, c'est-à-dire l'EPR et ses concurrents, ont comme dimensionnement l'accident maximum, où on cherche même plus à dire quelle est sa probabilité. On dit, bon, tant pis, la probabilité n'est pas 0. Et donc, il faut démontrer que si tout le cœur fond, et si tout le cœur fondu, dans certains cas, sort de la cuve, eh bien, il y a prévu tous les systèmes pour le refroidir sur place. L'eau est déjà là, on n'a pas à le faire venir, c'est quand même déjà très important. Et il y a tout un système pour protéger l'intégrité du bâtiment, de l'enceinte de confinement, qui est fortement agressé par l'accident lui-même. On l'a vu clairement à Fukushima. Pour moi, il est vraiment trop tôt pour qualifier l'EPR par rapport à ces nouvelles leçons de Fukushima. Je crois que l'EPR, typiquement, on nous l'a vendu, entre guillemets, au niveau de l'opinion publique, en disant on va gagner un facteur 10 sur la sûreté des installations, c'est-à-dire sur le risque d'un accident majeur. Le problème, c'est qu'on nous parle de gagner un facteur 10, mais qu'après Fukushima, on s'aperçoit qu'on s'est peut-être trompé d'un facteur 10, voire d'un facteur 100, dans l'évaluation qu'on faisait de ce risque sur le parc actuel. Donc voilà, pour moi, on ne sait plus très bien où on en est aujourd'hui en termes de maîtrise du risque. C'est toute la philosophie qui doit être repensée, et il n'est pas exclu que ça amène à reconsidérer la sûreté de l'EPR. Qui est à reconsidérer les aspects prévention. Je suis bien d'accord. Mais là, ce que je dis, c'est différent. C'est-à-dire qu'on admet que l'accident maximum est là. Bon, le cœur fond, complètement. Le cœur fondu sort de la cuve. Eh bien, c'est là où l'aspect différent de l'EPR, il n'est pas tant, à mon sens, dans la prévention, il y est, mais ce n'est pas ça. Il est dans, si l'accident maximum se produisait, eh bien, on a mis dedans, mais on a mis alors à l'intérieur du bâtiment, ce qu'il faut pour, de façon passive cette fois-ci, gérer le corium fondu et éviter les relâchements de radioactivité significatifs à l'extérieur. C'est ça, à mon avis, la vraie différence. La différence dans la prévention, elle est exactement dans la continuité d'avant. On a simplement cherché de faire un peu mieux. Mais ce qui est différent, c'est qu'on a dit, malgré tout, tout peut fondre. Eh bien, on s'arrange pour que si tout fond, il n'y ait pas de relâchement massif ailleurs. Pour moi, l'enjeu, c'est justement de regarder ça précisément à la lumière de Fukushima et de savoir si c'est effectivement une vraie différence, un saut qualitatif dans la sûreté des installations ou pas. J'en suis pas convaincu aujourd'hui et je pense qu'il faudra en discuter une fois que le retour d'expérience de Fukushima sera fait. Ceci dit... Enfin, de ce point de vue-là, le retour d'expérience de Fukushima ne nous sera pas réellement utile parce que dans la réalité, la partie du cœur qui a fondu est maintenant stabilisée. On n'aura pas cette fusion complète et cette sortie de la cuve qu'on pouvait encore redouter il n'y a pas si longtemps. Et il faut voir que ce récupérateur de corium, comme on l'appelle, a fait l'objet de beaucoup de qualifications. Ça, c'était un peu mon métier auparavant, quand j'étais au CEA. Et donc, on a fait beaucoup d'exercices, y compris fabriquer du corium fondu pour voir s'il s'étale bien ou s'il risque que de s'agglomérer et de ne pas bien couler. On a mis des systèmes spéciaux pour retarder justement l'arrivée du corium vers la zone de façon à ce qu'il ait le temps de se charger en matériaux plus légers de béton pour être sûr qu'il coule. Il y a eu des essais presque en vraie grandeur faits à Simple Camp. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est très clair que ça, c'est la vraie différence. Et personnellement, j'en suis convaincu. Mais c'est certain que ça fera partie de la discussion. Mais c'est un système qui introduit de la complexité. Oui. Et qui dit complexité dit multiplication du risque de défaillance ou de scénario qui ne serait pas le scénario qu'on a prévu. C'est en ce sens que je dis qu'il faut réinterroger
l'ensemble de cette démonstration en ouvrant peut-être le champ des questionnements, des événements extérieurs possibles, etc. La question qui reste posée n'est-elle pas la sûreté des installations actuelles en fonctionnement ? On a vu effectivement des approches différentes. Hein. L'Allemagne qui dit je ferme tout de suite les plus vieilles, temporairement, mais de plus en plus d'hommes et de femmes politiques en Allemagne se prononcent pour dire il est probable qu'on ne les redémarrera pas. À l'inverse, en France, on a lancé un audit, mais sans prendre aucune décision de fermeture, même temporaire. Alors même qu'un mois avant Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire nous disait certains dispositifs de secours, des circuits d'injection, des coussinets, des pièces nécessaires au démarrage des générateurs diesel sont défaillants sur les réacteurs de 900 MW. On voit qu'en France, on a une dépendance au nucléaire pour la production de notre électricité qui est telle qu'il est difficile de prendre il serait difficile, même si on évaluait la sûreté de nos réacteurs en disant ils sont plus sûrs, on aurait besoin de les fermer. Le besoin de cette électricité est tel que politiquement, une telle décision serait très difficile à prendre. Je ne suis pas si sûr, parce que dans la réalité, la question ne se poserait pas de la même façon d'un coup pour les 58. Donc, non, si on pensait qu'il y avait une urgence... Non, mais elle se pose pour les 34 réacteurs de 900 MW, par exemple, avec les problèmes sur les circuits de secours et les générateurs diesel. Franchement, si l'autorité de sûreté avait pensé que le problème était urgent, ils ont montré dans le passé qu'ils n'étaient pas à dire rectifier maintenant. Donc, je pense que la différence en France-Allemagne, elle n'est pas tant en matière de technologie, elle est en matière d'opinion publique, elle est en matière d'élections plus ou moins proches. Hein. On sait très bien que cette décision a été prise parce qu'il y avait l'élection de Württemberg qui était imminente. Donc ça explique des différences. Mais la nécessité, très clairement, de revoir toutes les centrales en fonction de leur âge, de leur technologie et de leur site spécifique, elle est évidente, elle s'impose. C'est une question délicate, d'autant plus que le principe de précaution a été inventé en quelque sorte après le démarrage du nucléaire et on peut d'ailleurs se poser la question est-ce que vraiment les ingénieurs, lorsqu'ils ont commencé à développer l'industrie nucléaire, avaient en tête quelque chose, même si ça ne s'appelait pas comme ça, qui ressemblait au principe de précaution. Mon sentiment est que ça n'était pas le cas, que vis-à-vis du risque, des trois grands risques spécifiques au nucléaire, hein, qui sont le risque d'accident majeur, illustré autrefois par 3 Mile Island, par Tchernobyl et beaucoup plus récemment, et malheureusement par Fukushima, le risque de prolifération, c'est-à-dire cette frontière poreuse, intrinsèquement poreuse de mon point de vue, entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, et puis le risque spécifique aussi que constitue l'accumulation de déchets radioactifs à très longue durée de vie et la question que ça pose vis-à-vis des générations futures. Je pense qu'on s'est lancé dans la technologie nucléaire sans avoir des réponses suffisamment acceptables vis-à-vis de ces trois risques. La question qui peut se poser, c'est est-ce que dans l'évolution future du nucléaire, d'autres technologies qui seraient... qui amènerait des gains évidents par rapport à ces risques pourraient être plus compatibles avec le principe de précaution. Là, je suis sceptique aussi, mais il y a probablement un champ de discussion. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le principe de dire que le nucléaire n'a pas pris en compte le principe de précaution. Parce que dans le fond, quelle est la nuisance du nucléaire? C'est clair, c'est la radioactivité. Et en termes de radioprotection, eh ben, c'est vraiment un cas où le principe de précaution a été appliqué longtemps avant d'avoir été inventé, sous l'aspect prise en compte des faibles doses. Parce qu'on sait très bien que des fortes doses de radioactivité sont dangereuses, c'est très clair, mais au-dessous d'un certain seuil, on ne mesure plus rien. Et alors là, la règle de la radioprotection a été de dire, eh bien qu'on ne voit rien, on va supposer qu'il y a quelque chose quand même, de façon à protéger les gens. Et je pense que cette règle de radioprotection, là, ce qu'on appelle la relation linéaire sans seuil, qui est extrêmement saine, à mon sens, pour la protection, c'était déjà, avant la lettre, le principe de précaution. C'est-à-dire,
le fait qu'on ne voit rien n'est pas une raison pour rien faire. Et c'est quand même très unique. Je ne connais pas d'autres industries qui aient fait ça par rapport à leurs nuisances. Dans le principe, effectivement. Après, dans la réalité, l'industrie nucléaire a eu tendance à se replier derrière les normes de radioprotection qui, tout en appliquant cette relation linéaire sans seuil, disent il y a quand même, on fixe une limite en dessous de laquelle il faut se tenir en termes d'exposition. Et on entend régulièrement dans les discours de responsables de l'industrie nucléaire ou de responsables des autorités soutenant son développement l'idée que des doses inférieures à ces limites sont sans effet sur la santé, alors que la théorie justement de la relation linéaire sans seuil nous dit, dans l'incertitude scientifique dans laquelle on est sur la démonstration de cette relation entre la dose et l'effet, on considère qu'il y a un effet, même faible, mais pas nul. Il est acceptable, mais il n'est pas nul. Et il y a tout un jeu sémantique autour de ça. Mais ça, c'est un commentaire qui vaut pour la radioprotection et pour la protection des personnes. Je vais venir sur les autres. En fait, on ne dit pas, on considère qu'il y a un risque. On considère qu'il est possible qu'il y ait un risque. Et par conséquent, on fait la radioprotection. Mais encore une fois, ça ne vaut que pour la radioprotection. C'est pour la radioprotection, mais c'est très important parce que... pour les problèmes d'accidents majeurs, de déchets... C'est sur la radioprotection qu'il y a la question principe de précaution avant la lettre. De même, quand on appelle la règle assez générale qu'on appelle à l'arabe, à cause de l'anglais qui veut dire aussi bas que réalisable, hein, pas aussi bas que possible, aussi bas que réalisable, raisonnablement possible. Oui, c'est pour ça que je dis réalisable, hein, c'est une façon de le dire. Eh bien, c'est quand même une règle très saine et que, honnêtement, n'est pas la règle générale dans toutes les activités humaines, hein, tant s'en faut. Alors, sur ce qui est des accidents, bon, on voit bien que la prise en compte de l'accident maximum, eh bien, on ne l'a fait qu'assez récemment. C'est vrai. On peut le dire d'une façon générale. Le nucléaire a commencé en fin des années 40, début des années 50, dans des conditions sociétales et technologiques qui n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. Les exigences de la société n'étaient pas du tout les mêmes. Nos ancêtres, si je peux dire, ont pris des risques qu'on considérait aujourd'hui comme parfaitement inacceptables. C'est normal. Le progrès, ça existe. Donc ça c'est fait. Mais donc, sur des accidents graves, d'accord. La prolifération, je ne suis pas du tout d'accord que la barrière soit si poreuse que ça. Dans la réalité, dans toute l'industrie nucléaire, il y a quelques technologies bien identifiables qui pourraient être détournées du civil vers le militaire. Et qui pourraient, et qui peuvent, et qui le sont. Ah ben, qui le sont. Il y a un cas précis auquel on peut penser tous les deux, mais il n'y en a pas tellement que ça. Et quel est en l'occurrence le cas précis ? Le cas précis, c'est le cas de l'Iran. Mettons les choses sur la table. L'Iran avait le droit inaliénable, c'est dans les traités, de faire de l'enrichissement, à condition de le déclarer, de se faire inspecter, de le mettre sous contrôle. Bon, pendant 18 ans, il a renié ses droits. Évidemment, les soupçons légitimes sont que ça ne pouvait pas être uniquement civil. Donc voilà un cas. Mais justement, ça identifie quelques points technologiques qui nécessitent d'être particulièrement surveillés. Et on a mis au point progressivement, là encore, les outils internationaux, le traité de non-prolifération à partir de 70, qu'incidemment on a signé qu'en 92 nous-mêmes, hein, bon ok, mais et que l'Inde notamment n'a pas encore signé, et que l'Inde ne pourra probablement jamais signer, à vrai dire. Mais bon, elle s'en est exclue de fait. Elle s'en est exclue de fait. On est d'accord. Mais les pouvoirs d'inspection, les technologies d'inspection ont fait énormément de progrès. Et finalement, maintenant, quiconque aurait des programmes clandestins aurait toutes les chances que ce soit découvert. Alors, ayant dit cela, qu'est-ce qu'on fait après ? Oui. Et on est en plein dedans dans la crise iranienne. Mais ce que je veux dire, c'est que la porosité, on a tendance à dire tout ce qui est civil peut devenir militaire, c'est très exagéré. C'est pas aussi direct que ça, on est bien d'accord. Je crois que la porosité, elle vient quand même du fait que les matières, d'abord, uranium enrichi, plutonium, uranium enrichi qui doit devenir très enrichi pour la bombe, mais qui ou plutonium sont présentes au cœur du combustible et au cœur des armes, et que les technologies
utilisés pour les programmes militaires, qui sont le retraitement et la métallurgie du plutonium, s'agissant du plutonium, et l'enrichissement très poussé, mais qui démarre, qui n'est en fait que le même enrichissement, mais reproduit un plus grand nombre de fois pour l'uranium. Ces technologies, elles existent dans le civil. Elles existaient dans le militaire avant d'exister dans le civil. D'ailleurs, tout à fait. À partir de là, effectivement, les cas où une installation civile précise ou une matière civile précise ont été directement détournés sont très rares. Mais les cas où la technologie civile, les transferts de technologie sur le civil, la construction d'installations civiles, etc., a encouragé des programmes militaires, eux, sont nombreux. Lesquels Lesquels? Non, mais c'est intéressant comme affirmation. L'Afrique du Sud et le Brésil, par exemple. Non, l'Afrique du Sud a fait un programme militaire. Et puis, en 91... Mais pas en dehors de tout programme de coopération civile. En dehors de tout programme de coopération civile. Si, ça c'est assez important. Pendant l'apartheid, il y avait un programme sud-africain militaire, et ils ont même été jusqu'à fabriquer bel et bien 6 bombes. Oui, ils ont eu des bombes qu'ils ont démantelées ensuite. En 91, pour des raisons politiques, parce que la prolifération c'est toujours avant tout de la politique, ils ont décidé de démanteler leurs bombes, d'entrer dans le système des contrôles internationaux, et maintenant ils sont, si je peux dire, sans problème. Mais c'était pas un alibi civil, c'était la bombe dès le départ. Non, on est d'accord, mais Israël, Irak... Israël n'a pas de nucléaire civil, pas du tout. Et il en aurait probablement s'il n'avait pas décidé de faire la bombe. Il a un nucléaire qu'il ne déclare pas comme étant directement orienté vers le nucléaire militaire. Son nucléaire n'est que militaire. Son nucléaire est dit de recherche. Il n'a pas de nucléaire civil au sens de production électronucléaire. Oui. Mais il a un nucléaire qui est dit de recherche. Un nucléaire militaire, j'allais dire, franchement, bon, la situation d'Israël est un secret de polichinelle, je sais bien. Bien sûr. Le point fondamental, c'est que tout développement, toute coopération sur le nucléaire civil ouvre la porte. Ou la ferme. Ou la ferme. De mon point de vue, ouvre la porte à un détournement de technologies, de compétences, éventuellement de matières et éventuellement même d'installations vers le nucléaire militaire. Et qu'en face de ça, les moyens de contrôle de la communauté internationale paraissent aujourd'hui extrêmement faibles, extrêmement insuffisants. Alors, contrôle au sens de connaissance, contrôle au sens de connaissance, non. Contrôle au sens d'action politique, les moyens de rétorsion sont faibles. Effectivement, quand l'agence de Vienne découvre quelque chose, son arme, c'est de le rendre public. Et puis de se tourner vers, à la limite, vers le Conseil de sécurité des Nations Unies et de dire maintenant, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est vrai, mais quand je disais ouvre ou ferme, eh bien, il est clair qu'un pays qui commence à avoir vraiment besoin d'électricité aura à finalement arrêter ses efforts militaires éventuels pour pouvoir profiter de l'aide des autres. Et c'est ce qu'on a vu de nombreuses fois. La prolifération, finalement, a été beaucoup plus faible qu'on ne craignait qu'elle serait dans les années 60. Beaucoup plus faible. C'est une façon très optimiste de le voir. Oui. Non, c'est une façon objective. Depuis les années 60, on n'a pas rajouté un seul pays suspect à la liste noire, et on en a rayé un certain nombre. On a rayé l'Argentine, le Brésil, on a rayé... Alors, ils se sont rayés c'est ça que je veux dire. Quand je dis on a rayé, c'est eux qui l'ont fait. Mais ça veut dire que ça marchait. On a ajouté... L'Afrique du Sud, non, on n'a rien ajouté. La Corée du Nord et l'Iran. La Corée du Nord y était depuis longtemps. Ils n'ont eu qu'un programme militaire. La Corée du Nord n'a pas eu de programme civil. Comme suspecte, oui, mais comme suspect, c'est pour ça que je veux dire, sur la liste noire, pour moi, c'était ceux qu'on soupçonnait, en général à juste titre, d'avoir des visées militaires et parfois de n'avoir que des visées militaires. Autrement dit, le problème de la prolifération se posait depuis longtemps et ça n'a fait que se confirmer depuis. Non, je veux dire, le problème de la prolifération aurait pu être beaucoup plus important quand on voyait ce qui se passait entre 1945 et 1970. Hein. Et puis en 1970, le traité de non-prolifération, avec cette espèce de marché qu'il offrait, c'est-à-dire, d'accord, vous promettez de ne pas faire de militaires, ça vous donne le droit aux technologies civiles, a finalement convaincu beaucoup de pays que leur intérêt bien compris était plutôt de ne pas faire de militaires, surtout si ça assurait que le voisin n'en faisait pas non plus.
et d'avoir droit au civil. C'est le cas vertueux du Brésil et de l'Argentine, et de bien d'autres. Mais ça n'est pas le cas de l'Inde et du Pakistan, au contraire, puisque sont délibérément restés en dehors du régime de non-prolifération, ont développé des programmes militaires puis des programmes civils, et l'Inde aujourd'hui en est récompensée par des gros programmes de coopération avec différents pays occidentaux, dont les États-Unis et la France, et même maintenant des projets de vente de réacteurs. Récompenser, c'est un drôle de mot. Parce qu'en 1974, l'Inde était le pays du tiers-monde le plus avancé en matière de nucléaire. Tous les pays du monde voulaient coopérer avec elle. Et d'ailleurs, il y avait des coopérations très importantes avec les États-Unis, le Canada, la France, et puis l'Allemagne était à la porte. En 1974, explosion, entre guillemets, pacifique indienne. Et de ce jour-là, arrêt de toute aide internationale. De 1974 à 2009, l'Inde a payé assez cher son choix politique de faire des armes nucléaires et se le faire sans renier des traités, puisque du coup, ils n'ont pas effectivement signé ni ratifié les traités de non-prolifération. Bon, je ne vais pas m'étendre sur l'Inde, je pense que de toute façon, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais malgré tout, on fait le bilan. 189 pays ont signé et ratifié le traité de non-prolifération, c'est quand même assez extraordinaire, et il reste 4 réfractaires, donc l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Bon, et puis il reste un suspect, l'Iran. Globalement, c'est quand même un assez joli bilan. Bon, je pense qu'on ne sera pas d'accord sur le bilan en termes de prolifération, et les risques existaient dès l'origine, donc ça renvoie à la façon dont les ingénieurs, les politiques se sont lancés dans cette technologie nucléaire sans peut-être être capables d'en maîtriser toutes les conséquences. Il y a un autre sujet qui illustre ça, évidemment, qui est celui des déchets nucléaires, qui, après 50 ans de nucléaire civil, continue de s'accumuler sans qu'aucun pays n'ait encore mis en œuvre de vraies solutions industrielles pour leur gestion à très long terme. Alors, plusieurs pays sont plus ou moins avancés dans la recherche, la définition, la conception, le début de creusement, etc. Le début de réalisation. Le début de réalisation de stockage géologique. Oui. Mais ça n'est pas encore fait. La démonstration globale de tout ça n'est pas encore faite. Pas tout à fait. Et donc, encore une fois, on s'est lancé, les ingénieurs ont créé un problème que 50 ans après, ils n'ont toujours pas résolu. Alors, il y a eu, c'est vrai sur ça, hein, mais il y a eu un fait, c'est qu'effectivement, c'était des quantités assez petites pour qu'on puisse prendre des solutions intérimaires. Et c'est dommage parce qu'effectivement, des solutions intérimaires, ça a tendance à vous retarder les solutions définitives. Mais de ce point de vue-là, on est dans un processus vertueux parce que, d'abord, au niveau purement civil, vous avez la Finlande qui, effectivement, commence à creuser son trou, la Suède qui a choisi son site pour faire quasiment le même trou. En France, la loi qu'on a en place prévoit que ce sera en 2025 la descente du premier colis au fond d'un stockage géologique. Mais il ne faut pas oublier que dans le domaine militaire cette fois-ci, mais qui techniquement est le même, les États-Unis, depuis 1998, ont un site de stockage géologique qui reçoit chaque jour des colis contenant des déchets à longue durée de vie. Et donc, la démonstration technologique du stockage, elle est faite dans WIPP, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Simplement, effectivement, son autorisation n'est que de recevoir des déchets venant des programmes militaires. Et puis alors, moi, pour le stockage géologique, je n'oublie jamais quand même de me référer au cas d'Oclo, qui est quand même un cas particulièrement fascinant, puisque voilà un cas où il y a presque 2 milliards d'années, des réacteurs à eau pressurisée ont fonctionné, hein, à 1000 mètres sous terre, à faible puissance, mais pendant 800 000 ans, c'est-à-dire qu'ils ont quand même eu le temps d'accumuler pas mal de déchets. Et tous ces déchets à longue durée de vie, ceux à longue durée de vie, hein, eh bien, ils sont restés piégés sur place, confinés pendant 2 milliards d'années. Donc, ça prouve bien que l'idée de stockage géologique, elle est loin d'être idiote. Bon, peut-on sortir du nucléaire? La réponse est oui, forcément. Même en France, où pourtant le nucléaire fait 80% de l'électricité, donc ce n'est pas le cas le plus simple. Mais c'est oui, à condition d'aller jusqu'au bout des conséquences. C'est-à-dire, d'abord oui, mais pas immédiatement.
forcément en biseau. Deuxièmement, à condition de baisser considérablement notre consommation d'électricité. Et ça a des aspects qui sont parfaitement sympathiques, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Bon, par exemple, on peut dire adieu à la voiture électrique, ça c'est clair. Et troisième conséquence, c'est que pendant au moins une longue période transitoire, il faudra augmenter nos importations de gaz, donc de gaz de Russie, d'Algérie, mais augmenter nos importations de gaz, et donc, corollaire, abandonner tout espoir de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisque toutes les fois où on remplace du nucléaire par du gaz, ça ne va pas dans le bon sens. Mais si on est prêt à accepter tout ça, c'est possible. Mon point de vue, c'est possible, mais ça n'est pas souhaitable. Mais ça, c'est évidemment une deuxième question. Alors, je crois qu'on est tout à fait d'accord sur le fait que c'est possible. Au niveau mondial, la question se pose à peine de manière très macro, puisque le nucléaire, c'est 2,5-3% de la consommation finale d'énergie dans le monde. Donc, finale, c'est quelque chose qu'on peut imaginer de remplacer, sauf que ça se pose très différemment, puisque cette consommation de nucléaire, elle se fait dans une trentaine de pays qui dépendent plus ou moins du nucléaire pour leur électricité, depuis quelques pourcents de leur électricité, et là aussi on peut imaginer que ce soit relativement facile, jusqu'à effectivement la France, où on est à 75%, ça dépend des années, de notre consommation d'électricité. La transition énergétique, c'est quelque chose qu'il faut penser de toute façon, que le nucléaire soit là ou pas, à cause de notre très forte dépendance aux énergies fossiles, avec le problème du changement climatique d'une part, le problème de la fin prévisible de ces ressources fossiles, pas brutale, mais qui est devant nous avec toutes les tensions que ça amène. Et cette transition énergétique, elle passe, vous l'avez bien dit, par d'abord la maîtrise de la consommation d'énergie. Il y a des gisements... Dans le cas précis. Alors, non, moi je dis justement, c'est pour ça que je replace le nucléaire, la question de la sortie du nucléaire, dans la transition énergétique. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de traiter le problème de l'électricité. En France, on disait le nucléaire, c'est 75% de notre électricité, mais l'électricité elle-même, c'est 20% environ de notre consommation finale d'énergie. C'est-à-dire l'essentiel de notre consommation d'énergie, elle est dans le chauffage des bâtiments et elle est dans les transports. On ne résout pas la question de la transition énergétique vis-à-vis des énergies fossiles si on ne traite pas le problème des bâtiments et le problème des transports. Tout à fait. Et mon point de vue est que si on traite cette problématique dans son ensemble, si on se donne du temps et qu'on aborde la question des transports, y compris par la réorganisation en termes d'aménagement du territoire pour réduire les besoins de mobilité individuelle, renforcer la mobilité collective, etc., on a des marges de manœuvre telles que non seulement on peut, dans le domaine de l'électricité, sortir du nucléaire et remplacer le nucléaire progressivement par les énergies renouvelables, avec peut-être un peu de gaz en transition, mais en transition seulement. Mais surtout, le bilan global de ces efforts sur les transports, le bâtiment et l'électricité, est qu'au final, on gagne à la fois sur la sortie du nucléaire, qui m'apparaît souhaitable à long terme du fait du caractère non soutenable de cette énergie, et sur le changement climatique, et sur la dépendance aux énergies fossiles. On peut, en traitant l'ensemble de la problématique énergétique, envisager, à l'horizon de quelques dizaines d'années, une transition vers les taux renouvelables. Oui, alors j'y crois pas du tout. Autant je crois que c'est essentiel d'augmenter la part des renouvelables, autant je crois qu'à l'heure actuelle, en fonction des technologies qu'on maîtrise, parce qu'on ne peut pas quand même tirer des plans sur la comète, eh bien, les renouvelables ne peuvent pas remplacer tout. Ils ont une place qui peut être bien plus grande que celle d'aujourd'hui, mais ils ne remplaceront pas tout. Tant qu'on n'a pas résolu vraiment, et pour l'instant on ne l'a pas fait, le problème de l'intermittence des renouvelables, eh bien, les renouvelables peuvent voir encore énormément leur champ s'agrandir, mais ils ont une limite. Pour prendre un exemple clair, le Danemark, quand même le champion toute catégorie de l'éolien, ça ne lui est possible que parce qu'il a son voisin norvégien qui est prêt à faire démarrer ses barrages toutes les fois où le vent baisse. Et finalement... Formidable complémentarité des énergies renouvelables. Non, pas de n'importe quelle énergie renouvelable. De l'hydraulique de barrage avec l'éolien. Et les barrages, on sait très bien qu'ils ne sont pas tellement mieux acceptés que le nucléaire dans les démocraties. Voir les débats qu'on a eus pour quelques barrages de Haute-Loire il n'y a pas si longtemps.
et qui pourtant avait surtout un rôle de régulation du débit, qui n'avait même pas d'électricité. Et puis alors, pour terminer sur le Danemark, parce que ce Danemark a souvent un petit côté « je suis plus vert que les autres », il ne faut pas oublier que tout ce qui n'est pas éolien, c'est du charbon, et que c'est un des plus grands pollueurs de l'Europe quand même. Alors, le Danemark n'est pas forcément un exemple, d'éolien pris dans sa situation actuelle. Le Danemark est quand même engagé dans une politique de 100% renouvelable à 2050. On verra à ce moment-là si on peut y croire où il ou en pas. est. Mais je crois que ce qui est important d'abord, c'est que plusieurs pays comme le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne sont engagés dans une politique de fort développement des énergies renouvelables et que cette politique porte ses fruits, y compris dans la tendance qu'on peut imaginer à moyen terme, y compris sur la réduction des énergies fossiles. Mais alors d'abord, vous n'avez parlé des renouvelables. Vous n'avez parlé des renouvelables que dans l'électricité, donc il ne faut pas oublier... Oui, absolument, mais parce que je suis d'accord. Mais il y a un gisement avec la biomasse en particulier. Pour la chaleur, c'est très évident qu'il y a une énorme place pour les renouvelables et pas forcément à très longue échéance. Je suis d'accord. Et il y a aussi une place, d'ailleurs, pour les renouvelables produisant de l'électricité pour la chaleur, avec tout le développement des pompes à chaleur aujourd'hui, qui sont un moyen pertinent lorsqu'elles ont des bonnes performances de faire du chauffage. Oui. Mais restons sur les renouvelables dans l'électricité. Je crois que justement, le problème est de penser les renouvelables en termes d'intermittence et en termes de place dans un système électrique, qui est le système du XXe siècle, qui est un système très centralisé et basé sur cette notion de ce qu'on appelle la production en base, c'est-à-dire une production continue correspondant aux besoins minimum d'électricité à tout moment de l'année. Absolument. Il y a un certain nombre de discussions aujourd'hui, et y compris dans des cercles officiels. Le président de la Commission fédérale de régulation de l'énergie aux États-Unis a fait des déclarations dans ce sens. Il a dit, si on est intelligent, on n'a plus besoin d'une seule centrale au charbon ou centrale nucléaire aux États-Unis. Et si on est intelligent, ça veut dire qu'on se donne dès aujourd'hui l'objectif d'atteindre en 2050 un système électrique complètement différent, ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire basé sur une structure beaucoup plus décentralisée, qui s'appuie justement sur les renouvelables et leur complémentarité. Je préfère largement parler de variabilité et de complémentarité que d'intermittence. Je trouve que ça rend mieux compte de la réalité physique des choses. Et si on fait ça, si on utilise les technologies de l'information pour piloter le système et le piloter par la demande, on peut tout à fait, en quelques dizaines d'années, faire ce changement. Et ces mots étaient que les grosses centrales de production électrique en base sont anachroniques. Donc on est en fait aujourd'hui face à un choix sur l'évolution du système électrique, notamment en Europe, où on a un système très centralisé. Soit on poursuit dans cette orientation et effectivement on a un système qui, par sa structure, résiste d'une certaine manière à un trop fort développement des renouvelables et donc nous empêche d'utiliser tout leur potentiel et nous oblige par conséquent à avoir des centrales nucléaires, charbon éventuellement, gaz qui serait un peu mieux, mais en tout cas ces inconvénients des énergies fossiles difficiles. Soit on se tourne vers quelque chose de complètement différent, qui est possible, qui est à portée de main, à condition d'orienter toutes nos décisions dans ce sens-là dès aujourd'hui. Oui, alors c'est un peu demain on reste gratis quand même, parce que en fait, le président de la FERC peut dire ce qu'il veut. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer aux États-Unis. Mais la recherche sur les smart grids, c'est très important. Effectivement, il n'y aura pas de pénétration importante des énergies que moi je continue à appeler intermittentes sans les smart grids. Mais vous n'empêcherez pas que, par exemple, en plein hiver ou en plein été, il y a de temps en temps un très bel anticyclone qui va de la pointe de l'Espagne au nord du Danemark et sur lequel, sur toute l'Europe, il n'y a pas de vent. Sur toute l'Europe. Il y a du soleil. Ça dépend, en hiver pas toujours. En conditions anticycloniques, si. Et le soleil, pour faire de l'électricité, on en est encore assez loin. C'est pour ça que je prenais l'éolien, parce que l'éolien, effectivement, il a encore besoin d'un peu de subventions, mais pas tellement. Le soleil, on est encore très loin. Alors c'est pour ça que je dis, demain, on reste gratis. Si on se va suffisamment dans le futur et si on croit que toutes les recherches aboutiront, c'est possible. Mais aujourd'hui, on ne peut pas compter dessus. Et alors pour moi, j'en reviens un peu à ce que je disais, sortir du nucléaire, c'est possible, mais pour moi, ça n'est pas souhaitable. Pour moi, ce qui est souhaitable, c'est effectivement une transition énergétique progressive
qui, petit à petit, réduisent avant tout la part des fossiles et qui, de ce fait, sera pendant longtemps une complémentarité nucléaire et renouvelable. Et pour moi, il n'y a pas de guerre entre les deux. La société que je conseille fait du nucléaire et des renouvelables parce que c'est vraiment notre vision à long terme. Et pour l'instant, plus de nucléaire que de renouvelable, mais la partie renouvelable augmente. Au bilan mondial aujourd'hui, en passant en énergie primaire, c'est-à-dire celle qui est comptabilisée dans les statistiques officielles de l'Agence internationale, eh bien, les renouvelables, c'est 13%. Alors on dirait bravo, mais dans 13%, vous avez 10%, c'est la biomasse traditionnelle, le bois de chauffe, les déjections animales, les résidus urbains. Et il y a des pays qui n'ayant que ça veut dire que les femmes passent 13 heures par jour à aller ramasser du bois, pas mal de kilomètres à la quai, ensuite font la cuisine, et il ne reste plus tellement de temps pour apprendre à lire à leurs enfants. Donc la biomasse traditionnelle, pour l'instant, ce n'est pas forcément les pays développés. Pas encore. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? L'hydraulique. Et puis tout ce qui est en grande croissance. Toutes les autres formes d'énergie solaire, l'éolien, les énergies de la mer, tout ça, ça fait moins de 1% encore au plan mondial. Alors que vous avez 82% de fossiles. Et pour passer 82% de fossiles, 1% de renouvelables modernes, à quelque chose de mieux équilibré, sans le nucléaire à la fois, eh bien, pour moi, c'est pas souhaitable parce que ça veut dire des bouleversements considérables, des tensions internationales considérables, et je n'y crois pas. D'abord, je pense que non seulement elle se développe, mais elle se développe très vite. Très vite, oui. Mais moins de 1%. Alors, moins de 1%, c'est pour les nouvelles technologies, pour la production. Les nouvelles, oui. Pour la production d'électricité. Non, pas uniquement, toutes. Pour la production d'électricité. Non, pas du tout. Toutes non, les nouvelles. Ça ne comptabilise pas toute la biomasse. Enfin bon, on ne va pas... Si, la biomasse, elle est dans les 10% déjà. Je voulais donner la biomasse. Donc les 1%, c'est les nouvelles technologies de production d'électricité. Ni biomasse, éolien, ni photovoltaïque, essentiellement géothermie. Et puis, houle, marais, déchets, oui, d'accord. Vous voulez, hein. Alors, c'est tout petit, c'est en train de se développer très vite. Oui. En Europe, ces dernières années, ce qui s'est installé le plus en nouvelles capacités, c'est les énergies renouvelables, et en particulier l'éolien. Donc je pense que le chemin est tout tracé. La question, c'est à quelle vitesse elles peuvent se développer et jusqu'où peut se faire la bascule entre les solutions actuelles et ces solutions-là. Et ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une complémentarité entre les énergies renouvelables, entre les régimes de vent ou d'ensoleillement, etc., auxquels elles peuvent être soumises sur un territoire comme le territoire européen, qui fait qu'on sait d'ores et déjà qu'on peut, encore une fois, pas dans un futur où on rase gratis, mais dans quelques dizaines d'années, sur la base des technologies actuelles, dont on sait qu'elles sont en plus en train de progresser vite, mais sur la base des technologies actuelles, on peut imaginer un système qui fonctionne comme ça. Une autre question, c'est combien ça coûte. Oui, j'ai même pas abordé ça. Et là, il y a énormément de discussions à avoir sur les coûts cachés des différentes technologies, leurs externalités, etc. Oui. Ça n'est pas si coûteux que ça, et qu'au contraire, il peut même y avoir un bénéfice si on intègre, par exemple, tous les emplois que ça peut générer. Mais en tout cas, techniquement, ça me paraît tout à fait réaliste. Et du coup, la question de garder du nucléaire, elle se pose à l'inverse, c'est-à-dire que le nucléaire dans ce système, il est très gros, centralisé, il induit une certaine structure du réseau, une certaine structure industrielle qui, à long terme, ne me paraît pas tout à fait compatible avec un réseau qui serait complètement tourné vers les énergies renouvelables. La seule chance pour que les renouvelables se développent suffisamment vite pour assurer cette transition, c'est de commencer par raisonner sur la maîtrise de l'énergie dans nos pays, où on peut réduire les consommations d'énergie, et dans les pays en développement où il ne s'agit pas de réduire les consommations d'énergie, mais de maîtriser le rythme auquel elles augmentent. C'était très intéressant, mais c'est déjà fini. À bientôt avec de nouveaux invités, toujours en face à face, pour affronter des points de vue.